En attendant qu'on voit donc Jacques Transo apparaître à l'écran, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On va discuter là pendant voilà 40 minutes, 1 heure. Ah, bonjour, c'est mieux quand on vous voit. Alors, on me voit, je ne sais pas si on m'entend. Euh, Moi, je vous entends. Moi, je vous entends. Super. Alors, je ne sais Ok. pas si les Et alors, personnes qui sont là. bizarrement, je n'arrive pas à orienter ma caméra dans le bon sens. Donc, en fait, je parle au dos de ma caméra. Mais l'essentiel, c'est que vous me voyez et surtout que vous m'entendiez. Oui. Bon, ben voilà. Oui, de toute façon, normalement, enfin, sauf si vous aviez des notes sur votre écran, mais normalement, je lirai toutes les remarques et donc du coup, voilà, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter. Ok, ben, je me laisse porter Alors, sans problème. très bien. Alors donc oui, donc comme je disais, donc il va y avoir d'abord une première partie où c'est moi qui vais un peu poser les questions et on va pouvoir discuter tous les deux. Et puis ensuite, une deuxième partie où si les gens qui sont là ont des questions, eh bien, ils pourront vous les poser. Je crois qu'on a perdu Jacques Transo, non, c'est bon. Hop, voilà. Donc, eh ben, peut-être pour commencer, je vais vous laisser vous présenter vous-même, en fait. Voilà, comme ça, je me décharge. Oui, oui, bah, ce sera plus simple. Et puis, je vais faire court parce que l'idée, c'est quand même de l'interaction, quoi. C'est que vous puissiez poser des questions. En gros, vous avez un journaliste qui a 30 ans de métier, donc c'est le moment de lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit sur moi, sur mon parcours, sur le média que je représente, Médiacité, ou sur le journalisme plus généralement. Donc moi, je m'appelle Jacques Transo, j'ai 56 ans. Vous voyez, c'est mon premier live sur Instagram grâce à Agathe, et je l'en remercie. Ça me fait un petit coup de jeune. En fait, j'ai une carrière de presse écrite assez classique, avec des parcours dans des journaux tout à fait honorables, style Les Échos, La Croix, L'Express. Et puis, il s'est passé un drôle de truc en 2015. C'est que le groupe L'Express a été racheté par un milliardaire, comme on dit souvent. Pour nous, c'était Patrick Drahi. Donc, il est connu avant tout comme un homme de télécommunications parce qu'il est propriétaire de SFR, entre autres. Et en fait, à plusieurs de l'Express, on a eu envie de ne pas rester à l'Express et de fonder un média qui s'appelle Médiacité. Donc, j'avais 50 ans à l'époque. Et ce média est un média d'investigation locale, multiville, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce que c'est un concept assez original. Voilà. Est-ce que ça suffit pour Oui, une première présentation? oui, je pense. Mais de toute façon, je comptais bien vous demander justement de développer un petit peu sur Médiacité et de nous présenter un petit peu bah, le projet, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui sort peut-être un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde des médias. En tout cas, quand il y a 5 ans, c'est ça, quand c'est Ouais. sorti, c'était assez innovant. Donc, je vous laisse peut-être présenter un peu la ligne éditoriale du média. Oui. Alors, on est parti, donc le noyau dur des créateurs, c'est les anciens de l'Express. On est parti avec la conviction qu'il manquait d'enquête en dehors de Paris. Euh, que la presse, en fait, que le paysage de la presse médiatique était très concentré, essentiellement à Paris, hein, et qu'on pouvait, on pouvait proposer autre chose aux lecteurs qui ne sont pas parisiens, et notamment de l'enquête très approfondie, du scoop si on trouve. Et on s'est lancé en 2016, fin 2016, à Lille, sous la forme d'un prototype, c'est-à-dire on a dit et ben voilà ce qu'on veut faire, on le fait en gratuit, ça va passer en payant plus tard, mais vous pouvez vous regarder ce qu'on fait, voilà notre intention, et puis au bout de 4 mois c'est effectivement devenu payant, c'est donc un modèle par abonnement, et après on a dupliqué le concept et on s'est implanté à Lyon, puis à Toulouse, puis à Nantes, et actuellement donc on est présent sur 4 métropoles, et on publie des enquêtes exclusives, des scoops, je répète, quand on trouve, sur des sujets politiques, économiques, culturels, sportifs parfois,
sociétaux évidemment, et donc à occurrence hebdomadaire, donc une grosse enquête par semaine et par ville. Et bah, justement, peut-être pour se situer un petit peu et ceux qui n'ont pas, enfin, qui, en tout cas, pour qui le nom médiacité ne dit pas grand-chose, peut-être quelques justement grosses enquêtes que vous avez sorties au cours de ces dernières années qui ont fait pas mal de bruit. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre escarcelle. Oui, bien sûr, on a sorti plein de scoops. Est-ce qu'ils ont fait plein de bruit? Sans doute pas assez à notre goût. Mais en fait, il faut bien comprendre que nos scoops sont des scoops locaux. Et donc, quand on n'habite pas dans les villes, ben, on n'en a pas forcément soit connaissance, soit conscience de l'importance du scoop. Les scoops sont pas toujours repris en presse nationale parce qu'il y a une sorte de catégorisation presse locale, presse nationale, et donc bah, la presse nationale bah, réserve ses pages ou ses colonnes plutôt aux scoops qui touchant des personnalités nationales. Bref, au niveau local, qu'est-ce qu'on a fait de bien? On a fait pas mal d'histoires avec des frais d'élus qui étaient utilisés de façon indue. Donc on a épinglé pas mal de gens qui mélangeaient un petit peu leur portefeuille avec celui de la collectivité. On a provoqué des enquêtes sur des redressements fiscaux pour des entreprises ou des personnalités qui pratiquaient l'évasion fiscale. À chaque fois, ce sont des acteurs locaux, donc qui, par exemple, l'entreprise à laquelle je pense, c'est le groupe April, qui n'est pas forcément connu du grand public, mais pourtant c'est un acteur important qui génère plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est basé à Lyon, hein. Donc, en fait, on s'intéresse, quand on est journaliste, il y a un problème de couverture hein, médiatique. On s'intéresse essentiellement aux gros enjeux, grosses personnalités, grosses entreprises. Mais en deuxième rang, il y a des gens tout aussi intéressants qui sont très peu enquêtés, qui n'ont pas forcément une surface nationale, internationale, mais qui nous intéressent de près parce que ça concerne les habitants des villes où on est présent. Mhm. Donc voilà, bah, pour le petit topo. Donc je ne sais pas si tous les gens présents ici ont entendu parler de médiacité. En tout cas, voilà. Il me semble que vous aviez aussi participé dans l'affaire des Malta Files aussi. Oui. Mm. En fait, oui, donc tu as raison de me brancher là-dessus, parce que c'est assez intéressant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une perception du monde qui est biaisée. Elle est biaisée à la fois par la façon dont on s'informe, hein, mais elle est aussi biaisée parce que les choix journalistiques sont singuliers. En ce sens, il y a des informations qui mériteraient d'être médiatisées, mais qui ne le sont pas pour des raisons X ou Y. Et prenons l'exemple des Malta Files. Les Malta Files, donc c'est le nom d'un leaks, donc une fuite de données importantes concernant l'île de Malte, où se pratique l'évasion fiscale. Il y a un consortium de journalistes internationaux qui s'est intéressé aux Malta Files, qui ont publié différents articles sur les principaux entreprises, les principales entreprises concernées. Et nous, on a eu un autre regard et on s'est intéressé aux principaux acteurs de nos villes de présence. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur le groupe April, dont je vous parlais tout à l'heure, cet assureur lyonnais, parce que globalement, il était passé en deçà des radars. Et c'est très très important de pouvoir avoir une presse diversifiée avec des centres d'intérêt différents pour mettre à jour des informations qui sinon seraient restées inconnues. Et un autre exemple qui est encore plus éloquent, c'est les Football Leaks. Là, on a travaillé avec Mediapart. Mediapart a sorti pas mal d'infos sur, en gros, les coulisses, hein, le foot business des grands clubs. C'est focalisé, il y avait tellement d'infos, il y avait 18 millions téraoctets de données. Enfin, pardon, 18 téraoctets de données. Donc c'est colossal. Donc, nos confrères de Mediator se sont intéressés avant tout aux grands clubs, donc Manchester United, PSG et compagnie. Et nous, on a regardé les clubs de nos villes et on a découvert, par exemple, que le détenteur du FC Nantes ben, a placé une partie de sa fortune de façon, alors
en partie illégale, enfin en tout cas on attend la justice, que la justice tranche au Luxembourg, hein. Donc il y a une enquête du PNF, du Parquet national financier, qui a été déclenchée suite à nos investigations, mais nos investigations s'intéressaient à un club, le FC Nantes en l'occurrence, qui serait passé là encore en dessous des écrans radars si Mediacité n'avait pas existé. Mm. Oui, donc du coup, Médiacité aussi, c'est l'illustration parfaite qu'avec des informations d'envergure nationale, voire internationale, on peut aussi faire de l'actualité locale et notamment de l'enquête. Et donc justement, l'enquête un peu au cœur de ce média, euh, que- enfin, vous y avez en partie répondu, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à créer justement ce Mm. média centré Ben, sur l'investigation en dehors de Paris, quoi. donc en dehors de Paris, j'ai répondu tout à l'heure, je répète, parce Mm. que la presse est très concentrée, et trop concentrée. Et que la presse nationale qui est en difficulté s'est coupée peu à peu de son réseau de correspondants régionaux, donc n'a plus d'antenne en région. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la presse locale, elle a plutôt tendance à être monopolistique ou quasi monopolistique, avec une sorte de partage du territoire entre des grands acteurs. Donc il y a peu d'émulation, il y a peu de concurrence, hein. Donc ça, c'est le constat de base, hein, la situation économique des médias. Et après, le fond du fond du fond, c'est que pour nous, le cœur du journalisme, la moelle épinière du journalisme, je ne sais pas comment il faut dire, c'est l'enquête. C'est-à-dire sortir de ce qu'on appelle parfois le storytelling, c'est-à-dire sortir du récit habituel que nous fournissent eh ben, les communicants, hein, qui sont très puissants pour ne pas suivre l'actualité, mais choisir son actualité, choisir ses sujets et essayer de mettre à jour des sujets qui passeraient inaperçus sans cela. Donc il y a toute une démarche d'activation, en fait, de curiosité journalistique pour sortir du prêt-à-penser ou du politiquement correct. Et on essaye d'être à rebours. Par exemple, on n'assiste jamais à une conférence de presse, ou quasiment jamais. On ne veut pas être en réaction à l'actualité, on veut la créer en cherchant aux endroits où il nous semble intéressant de chercher pour trouver et débusquer des infos. Et bah, justement, donc vous avez un peu, enfin vous avez prononcé le mot économie. Enfin, je ne sais plus exactement le terme que vous avez employé, mais voilà, en 2016, quand vous créez, enfin quand vous lancez Médiacité, donc média d'investigation, on sait tous que l'investigation justement ça coûte cher. Comment vous abordez ce côté économique justement et quel modèle économique Mm, vous décidez en fait mm, d'adopter pour. mm, mm. Alors, l'investigation coûte cher, vous avez raison. Donc, on a réfléchi à la façon dont on espérait pouvoir s'en sortir. Et on s'est dit, sur quoi on ne va pas transiger? Sur la qualité. Euh, sur quoi on peut transiger? Sur la quantité. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on publie de bonnes enquêtes euh, et on en produira moins. Et quelque part, c'est pas très grave hein, parce que on est déjà inondé d'informations. Et il y a beaucoup d'informations qui tombent gratuitement. Donc, on s'est dit, nous, on va faire la différence par la qualité, l'exclusivité et aussi la rareté. Voilà. Et on s'est dit, eh ben, la promesse éditoriale, c'est une grosse enquête par semaine et par ville, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est trop peu pour un certain nombre de nos lecteurs qui sont insatiables. Mais c'est comme ça qu'on a limité la masse salariale, en quelque sorte. Et donc le modèle, c'est un modèle par abonnement, hein, c'est 85% de nos revenus qui proviennent des abonnements. Et donc tout l'enjeu, c'est de tenir jusqu'au point mort, comme on dit en bon jargon, c'est-à-dire l'équilibre des dépenses et des recettes. On n'y est pas encore, et ça fait 5 ans et demi qu'on se bat. Alors comment on fait? Ben, on emprunte un peu, hein, mais bon ça il faut rembourser hein, ce qu'on fait en ce moment. Mais on a aussi procédé à des augmentations de capital en disant, ben, écoutez, voilà ce à quoi on croit, voilà pourquoi il nous semble que l'investigation locale est nécessaire, voilà pourquoi il faut se battre contre les fake news ou le politiquement correct ou le storytelling avec les armes du journalisme, hein, c'est-à-dire l'enquête et la bonne enquête. Si vous partagez ces valeurs, investissez dans Médiacité. Un jour, on sera rentable.
et vous aurez fait quelque part une bonne action, c'est-à-dire vous aurez investi intelligemment votre argent. Regardez la réussite de Mediapart, qui fait rêver beaucoup de gens, même si c'était difficile pour eux, ils sont maintenant très lucratifs. Un jour, ce sera Médiacité, car on sera les premiers à se lancer sur l'investigation locale. Et comme ça, on a trouvé des gens qui étaient d'ailleurs plus guidés par le partage des valeurs que par le souci de gagner de l'argent ou des dividendes. Et on en a réuni une quarantaine au capital. Et donc, c'est un peu leur argent qu'on utilise en ce moment pour continuer de tenir jusqu'au fameux point mort dont je vous parlais. Voilà. Mm. Juste une petite précision, parce que vous évoquez donc une enquête par semaine et par ville. Mais au début, il y avait que. Vous avez commencé à Lille, je crois. Lille. Mhm. Ouais, Lille. Donc c'était aussi une enquête par semaine à ce moment-là, ou au début c'était un Non, peu plus. à ce moment-là, on en donnait un petit peu plus, hein. Mais on s'est assez vite restreint à une enquête. Alors on fait des brèves aussi, mais toujours avec un regard un peu décalé. Mais on s'est assez vite restreint à ce rythme hebdomadaire qui nous convenait bien aussi parce qu'on venait d'un hebdomadaire, l'Express. Et donc on a essayé d'instaurer un rendez-vous. Un rendez-vous, un jour par ville. Le mardi c'est Toulouse, le mercredi c'est Lyon, le jeudi c'est Nantes et le vendredi c'est Lille. Voilà. Et, euh, et donc on avance comme ça. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas. Est-ce qu'on y arrivera au bout du compte? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que c'est de qualité. Et on est tous mus par cette envie de sortir de l'information originale et de qualité. Mm. Oui, parce que il me semble que vous ne l'avez pas précisé, mais donc Médiacité est un média sans publicité. Il n'y a pas Bien de, sûr, bien de sûr. publicité. Donc, ce sont des choix assez drastiques, hein, pas de publicité, parce que ça induirait un doute dans l'esprit du lecteur. C'est aussi une exigence déontologique assez forte, avec déjà une charte d'intention. On a noté dans un manifeste ce qu'on voulait faire. Une grande transparence aussi sur les comptes. Chaque journaliste de l'équipe, on est 12 hein, dans l'équipe à être titulaire de Médiacité, plus des nombreux pigistes hein, qui sont importants dans le dispositif. Mais l'équipe des titulaires a procédé à une déclaration d'intérêt, c'est-à-dire voilà, on dit qui on est, on dit si on a des engagements politiques, je sais pas, syndicaux, associatifs qui pourraient perturber le contrat de confiance en quelque sorte. Et puis, on a développé toute une approche participative avec le lecteur, parce que il nous semble toujours, qu'une partie de la presse était trop éloignée de son public, alors que nous, on travaille pour le public, et on s'est dit, mais on va aussi travailler avec le public, et je pourrais détailler ça si ça vous intéresse ou s'il y a des questions par la suite. Oui, bah en tout cas, il y a une abonnée qui dit c'est vraiment inspirant comme projet. Donc voilà, peut-être des nouvelles, des nouveaux, comment dire, Merci. voies qui s'ouvrent dans Alors, il pour y les a jeunes beaucoup, journalistes. beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes journalistes qui toquent à notre porte. Et on n'arrête pas de dire non, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais c'est vrai que c'est inspirant. Et pour nous, ça nous encourage, parce que euh, on a même recruté des journalistes euh, qui ont refusé des postes dans des rédactions beaucoup plus prestigieuses, beaucoup plus connues, pour nous rejoindre. On a des gens qui ont quitté des CDI pour nous rejoindre avec des emplois qui étaient moins sécures. Donc, en fait, derrière ça, c'est l'envie d'essayer de faire bien son métier de journaliste. Et Dieu sait que c'est difficile, vu le contexte, vu la précarité qui s'impose aux jeunes journalistes. Et donc, quelque part, même si les conditions ne sont pas optimales à Médiacité, parce qu'on reste une petite équipe avec des petits salaires, et je pense que les jeunes journalistes, notamment, les lecteurs aussi, les abonnés aussi, sentent cette sincérité de l'engagement et ce souci de se défendre au mieux avec nos armes, les armes du journalisme, un peu à l'ancienne, hein. Mais nous, on fuit les algorithmes, on n'est pas très branché les réseaux sociaux. Euh, voilà, on essaye de percer.
avec des armes classiques, peut-être un peu trop classiques d'ailleurs, mais en tout cas avec les exigences du métier. Mm. Bon, en tout cas, il y en a qui perdent pas de nord parce qu'ils demandent si vous prenez les stagiaires. Alors, on prend très peu de Mais stagiaires, déjà parce que on ne veut pas exploiter les stagiaires, donc on veut pouvoir s'en occuper, parce qu'un stage c'est une formation. Par exemple, actuellement, on en a zéro. On prend au compte-gouttes des alternants, mais au compte-gouttes, par exemple, actuellement, on en a un, et on en a une ancienne qui a été embauchée. Donc on joue le jeu, et les rares fois où on prend des stagiaires, on les rémunère, et on n'attend pas les 2 ou 6 mois, je ne sais plus la règle, pour les rémunérer. On les rémunère au c'est deux premier mois. mois, oui. Mm, mm. Voilà. Et parce que c'est correct, tout simplement. Voilà. Donc, on prend des stagiaires vraiment au compte-gouttes. Donc, je veux pas créer de fausses illusions. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. Alors, il faut toujours tenter sa chance. En général, on répond parce que c'est aussi la politesse, même si parfois c'est compliqué de répondre à toutes les sollicitations, puisqu'il y en a trop. Moi, je dis toujours, il faut tenter sa chance, même si les chances sont faibles. Voilà. En tout cas, bon, on l'a vu, donc un média qui prône des valeurs, donc de transparence, d'indépendance. Donc c'est un choix que forcément que vous avez fait en 2016 à la création. Et justement, aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez exactement la même chose ou est-ce que voilà, vous referez Alors, d'autres choix parce que mm, bah voilà, économiquement, il y avait des choix qui peut-être étaient un peu moins judicieux ou enfin en tout cas avec le recul, vous vous dites ah oui, mais là si on avait fait différemment. Voilà. En alors, clair, quelle leçon tirer en fait ouais. de ces 5 ans de... Alors, la leçon à tirer, la leçon de base, c'est que ça va paraître enfoncer des portes ouvertes, mais tant pis, je le dis quand même. C'est d'aller au bout de son intuition, au bout de ses envies, et donc d'oser. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement où ça nous mène, hein. Donc ça, c'est la base. Après, il faut pas oser dans n'importe quelle condition. Donc pour lancer un média, eh ben, en fait, il faut de l'argent, hein. Et il suffit pas d'avoir des beaux articles et un beau site. Il faut aussi comprendre comment on touche le public et quels besoins on répond, à quels besoins on répond, hein. Donc il y a en fait une sorte de révolution mentale à opérer euh, quand on est journaliste et qu'on crée un média, pour qu'on intègre, soit personnellement, soit en embauchant, des gens qui ont les compétences que nous n'avons pas, que ce soit marketing, que ce soit financière. Voilà. Donc, en tout cas, sur la question, je ne regrette absolument pas de m'être lancé. Je me suis considérablement appauvri par rapport à mon beau métier d'avant, puisque j'étais rédacteur en chef, l'un des rédacteurs en chef de l'Express. Euh, je me suis considérablement appauvri financièrement, je me suis considérablement enrichi humainement et professionnellement parlant. Après, évidemment, sur des points plus précis, il y aura des choses qu'on ne referait pas. Par exemple, sur le rythme de déploiement du réseau, on est passé un peu trop vite, trop rapidement de 2 à 4 villes, hein. Mm. Donc là, on le Oui, ferait parce qu'en plus, il y différemment. avait une cinquième qui était en prévision il y Et a voilà. un an et demi. Ouais. Voilà, mais pour vous donner un ordre de grandeur, pour relancer raisonnablement une ville, vu nos dépenses, il faut à peu près 200 000 euros pour ne pas prendre trop de risques, hein. Donc 200 Mm. 000 euros, ça semble à la plupart d'entre vous, j'imagine, énorme. En fait, c'est pas énorme. Ça permet à un site comme Mediacité de couvrir les charges d'exploitation pendant 3 ans sur une ville donnée, hein. Et parce qu'il faut bien comprendre qu'au départ, ben, vous avez toutes les charges et vous payez déjà les piges, vous avez déjà les charges sociales, mais vous n'avez pas encore les recettes, parce qu'au départ, ben, vous avez 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 abonnés, et évidemment, il faut en avoir à peu près 2000 pour couvrir les charges sur une ville. Voilà. Mm. Donc, on n'a pas réussi à ouvrir la cinquième, faute d'argent. Ouais.
Et ben justement, on évoque la question des abonnés et des abonnements, donc ça me permet de tout faire une transition toute trouvée sur bah, voilà, la problématique que vous connaissez aujourd'hui, à savoir qu'il vous manque des abonnés et que vous en cherchez Ouais. avant la fin de l'année. Peut-être avant de passer aux dernières questions, je rappelle que donc il va y avoir un temps à la fin de mon intervention pour que vous, enfin les abonnés, puissent poser vos questions. Alors ça peut être des questions autour de Médiacité, autour du parcours de Jacques Transo, mais aussi des questions sur le journalisme en général. Voilà, profiter d'avoir un journaliste avec, je ne sais plus, 30 ans d'expérience, je crois que vous avez dit, pour lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, donc bah, c'est le moment de réfléchir si vous avez des questions. En attendant, moi, je pose les miennes. À savoir, donc du coup, vous avez fait un appel aux abonnements. Bon, la réponse a déjà plus ou moins été évoquée, mais pourquoi cet appel aux abonnements, justement? Bah, la réponse est assez simple, parce qu'on n'est pas encore à l'équilibre, donc il nous en faut toujours plus. Donc, ce sont des campagnes qui doivent lasser le public, puisque vous devez en voir passer, enfin, j'imagine que vous en voyez passer Mm, beaucoup. C'est une drôle de période où beaucoup de journaux de la presse indépendante se transforment en mendiants. D'ailleurs, gentiment, certains nous ont affublés du sobriquet mendicité. Euh, donc c'est pas forcément très gentil, mais c'est pas grave parce que c'est de l'humour un peu grinçant. Et quelque part, ils ont raison parce que une fois de plus, on fait un appel à l'abonnement. Euh, euh, Parce qu'on est convaincu que l'abonnement est le meilleur modèle pour porter l'investigation locale. Si on faisait du tout venant, c'est-à-dire des brèves, ou je sais pas, si on était un site culturel, etc., on pourrait imaginer un autre mode de financement, notamment la publicité. Mais pour de l'investigation locale, indépendante, qui doit être 100% indépendante, on ne peut pas recourir à la pub, on l'a dit tout à l'heure, et donc l'abonnement nous semble la meilleure façon de financer cette activité. Et pourquoi? Aussi parce que on prône beaucoup et on défend beaucoup l'abonnement annuel, hein. C'est une majorité de nos abonnés qui nous font confiance à l'échelle d'un an et pas d'un mois, hein. On peut s'abonner pour un mois à 3 euros pour les plus fauchés d'entre nous ou d'entre vous, à 7 euros en tarif normal ou à 60 euros en abonnement annuel. Donc vous voyez, il y a une sorte de prime à l'abonnement annuel. Et pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir de la trésorerie d'avance. Parce que les gens s'abonnent avant de recevoir les articles. Donc, quelque part, on a les recettes avant les dépenses. Et ça nous aide grandement à continuer. Euh, et au-delà de ce calcul de trésorerie, c'est une sorte de lien de fidélité. C'est-à-dire, on embarque les gens avec nous sur une année donnée. Et ils peuvent être déçus de certaines de nos publications, parce que bah, soit c'est moyen, c'est médiocre, soit le sujet ne les intéresse pas. Mais sur l'année donnée, ils ont quand même euh, une bonne perception de ce que ça change d'avoir dans sa ville un média d'investigation locale. Et donc, tout l'enjeu, c'est qu'ils se réabonnent et qu'ils convainquent d'autres personnes de s'abonner. Et donc, d'où cette campagne permanente. Là, on cherche 2000 abonnés d'ici la fin de l'année. On n'en est encore qu'à 680 et quelques, 690 peut-être ce soir. J'ai pas regardé les chiffres tout à l'heure. Ça progresse d'une vingtaine par jour, c'est bien, mais c'est encore insuffisant. Donc, ben voilà, on est au combat. On est au combat pour un métier qu'on défend et pour des valeurs auxquelles on croit. Donc, moi, ça me va, quoi. Je, je suis, euh, je suis un optimiste et donc on y arrivera tôt ou tard. Je ne sais pas encore par quel chemin, mais on y arrivera. En tout cas, le combat vaut le coup d'être mené. Ça, c'est certain. Oui. Oui, parce que vous avez dit une fois de plus, parce que en fait, il y a Mm, déjà un an, vous aviez mm. déjà fait une première campagne de ce Ouais, style. ouais. Est-ce que ça avait été concluant du coup? Enfin, j'imagine que si vous, Oui, vous refaites le oui. système, c'est que. Non, 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 mais c'est concluant. L'année dernière, on était tous surpris parce qu'on avait réussi au-delà de l'objectif. On avait fixé plus de 2000 abonnés. Après, il y a un phénomène qui se produit, c'est qu'il y a
en bon jargon, du churn. C'est-à-dire, il y a des gens qui se désabonnent, soit parce que, je sais pas, moi, ils ont déménagé, ils sont plus sur l'une des quatre villes, soit parce qu'ils ont plus d'argent, hein. Et en ce moment, avec l'inflation, ça, on le sent très bien. Soit parce qu'ils n'étaient pas contents, soit puisqu'ils n'ont pas le temps de lire, ou ils prennent pas le temps de lire, parce que nous, c'est quand même de la presse écrite. C'est assez technique, c'est assez long, c'est un peu rébarbatif parfois. C'est difficile, hein, de traiter de sujets qui ont souvent un trait à l'argent, de façon simple. Bon, et puis voilà, il y a des gens qui se lassent. Et donc, quand on en gagne 2000, eh ben, on en perd quelques centaines. Et donc, il faut toujours relancer la machine, hein. Donc là, on a relancé la machine avec la même jauge, plus de 1000. On verra où ça nous mène. Et voilà, après, si on n'y arrive pas, eh ben, on trouvera autre chose, on publiera moins d'articles, on dépensera moins, on trouvera une solution pour rebondir, hein. Mais pour l'instant, on essaye vraiment sur la ligne hebdomadaire de l'enquête chaque semaine. Voilà, allez voir, hein, vous pouvez découvrir Médiacité contre une adresse mail gratuitement pendant 24 heures. Vous pouvez aller surfer, vous verrez les sujets qu'on traite. Et, euh, et puis, vous pouvez même m'envoyer un mail si vous voulez, et je vous offrirai des articles, hein, puisque on est entre nous. Et mon mail, c'est tout simple, c'est j30so@mediacité.fr. Et J30SO, c'est JTRENTESAUX. Voilà, @mediacité.fr. Vous mettez dans l'objet live Insta d'Agathe, et puis je comprendrai, et vous me dites l'article qui vous intéresse. Bon bah voilà, ça c'est pour les chanceux qui sont là ce soir. Vous avez donc accès gratuitement enfin, à des articles. Et peut-être dernière question justement bah, sur la suite. Comment vous envisagez justement l'avenir de Médiacité? Ben, moi, je suis un journaliste et profondément un journaliste, donc je m'invente chef d'entreprise. Donc je suis un peu toujours obligé d'avoir les deux antennes. Euh, et le chef d'entreprise, en fait, il est les yeux rivés sur sa trésorerie, et il est obligé de voir loin pour essayer de fixer un cap, une stratégie. Euh, et donc, en permanence, je réfléchis, mais avec mes collègues, hein, associés, hein, parce on est une aventure collective, à Médiacité demain. Et donc, il y a différentes options qui se présentent. Euh, Elles sont pas arrêtées, mais euh, on a quand même à peu près 5 500 abonnés qui sont plutôt fidèles. Donc, on gagne à peu près entre 35 et 40 000 euros par mois. On en dépense à peu près 10 000 de plus. Donc, c'est pour ça que c'est problématique. Mais on a des entrées qui nous permettent de réduire la voilure s'il le faut, ou de trouver un partenaire parce qu'on représente quelque chose, parce que arriver à 5 500 abonnés, c'est une prouesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas payer de l'info sur Internet. Donc on représente quelque chose, donc soit on trouve des partenaires, soit on change de modèle, soit on réussit avec le modèle actuel. Je sais pas, tout est ouvert, voilà, on y réfléchit tranquillement, donc j'ai pas de réponse fermée à votre question. D'accord, bah voilà, bah, plus qu'à voir ce que l'avenir vous réserve du coup. Bah oui. Euh, ouais. Alors du coup, il y a eu quelques questions qui ont commencé à arriver et d'ailleurs pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le moment de poser vos questions à Jacques Transo. La première question bah, qui découle un petit peu de ce qu'on racontait par rapport à l'appel aux abonnements et qui est bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître le média et le soutenir? Voilà. Ça, c'est sympa comme question. Euh, en fait, moi, je dis toujours, il faut parler journalisme autour de vous. Quand vous êtes entre amis, vous buvez un pot, parmi les sujets de conversation, il y a évidemment l'actualité, pourquoi pas. Il y a le dernier film qu'on a vu sur Netflix ou au cinéma ou je ne sais où, peu importe. Euh,
Mais il peut aussi y avoir le journalisme, hein, c'est-à-dire les journaux. Enfin, quand je dis les journaux, on s'entend, hein, c'est les sites. Et donc, euh, la première chose, c'est en fait de prendre du temps pour discuter avec ses amis de la façon dont on s'informe. Et ça, j'y tiens parce que je ne comprends pas pourquoi on apporte de l'importance à la façon dont on mange, par exemple, à la façon euh, dont on s'habille, et globalement assez peu à la façon dont on s'informe. Si je prends l'analogie avec la nourriture, on est très à cheval, par exemple, sur le bio ou la diététique, et on est très vigilant de ce qu'on a dans son assiette. Et on a, par exemple, le souci aussi de manger moins de viande, etc., etc. Si on avait le même raisonnement sur l'information qu'on ingurgite, déjà, on progresserait beaucoup. En matière culinaire, on parle de traçabilité des ingrédients. On ne veut pas, par exemple, manger du Nutella avec de l'huile de palme. Moi, j'ai envie que tout le monde se dise, moi, j'ai pas envie de manger de l'information avariée. Et l'information avariée, c'est l'information qui est approximative, superficielle, non recoupée, ou alors qui est biaisée parce qu'elle émane de gens qui n'ont pas le souci éditorial en tête, qui ont le souci publicitaire ou commercial en tête. Et parmi ces gens-là, vous avez les plateformes. Parce que Google, Facebook et les autres, il faut juste garder à l'esprit une seule chose, c'est que ce sont des agences de publicité. Et que la seule chose qui les intéresse, c'est vos données. Alors que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de vous informer au mieux. Voilà. Donc si vous commencez à avoir une réflexion sur la façon dont vous ingurgitez de l'information, vous vous direz, tiens, mais qui est à la source? Quel est son modèle économique? Sont-ils sérieux? Y a-t-il des journalistes derrière? Qui rédige? Qui signe? Etc. etc. Et vous rentrerez dans une démarche euh, euh, critique, constructive, euh, sur la fabrique de l'info. Et ça c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous adultes et avec le recul critique nécessaire par rapport à l'information. Parce qu'une information peut vous changer la vie, en positif ou en négatif. Mais une mauvaise information peut aussi vous changer la vie, en positif ou en négatif. Parce qu'elle peut vous perturber dans votre lecture du monde. Donc, c'est pas anodin de s'instruire de telle ou telle façon. Et donc, ce recul sur la façon dont on s'informe, évidemment, ce recul critique sur les informations qu'on lit, ça, pour moi, c'est la base et c'est le fondement de la démocratie. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de démocratie sans citoyen éclairé, et pour moi, il n'y a pas de démocratie sans citoyen qui a le recul critique par rapport à l'information et qui réfléchit à la façon dont il s'informe et qui est capable de se mouvoir dans un océan de contenu pour repérer les pépites et écarter la publicité ou la propagande. Voilà, j'étais un peu long, je suis désolé, mais je suis assez Oui, enflammé non sur le sujet. mais non mais oui, mais par contre c'était très intéressant et l'analogie avec la nourriture était particulièrement marquante, j'ai trouvé. Donc voilà, j'espère que la personne qui a posé cette question est satisfaite de la réponse. Euh, Peut-être une autre question par rapport cette fois-ci aux villes. Donc, Médiacité est présent, donc je le rappelle, à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Et donc, la question, tout simplement, c'est comment avez-vous choisi les villes dans lesquelles Médiacité apparaît? Oui, ben là c'est assez simple, hein, c'est mettez-vous dans la peau d'un chef d'entreprise de presse. Vous dites mais où est mon public et où est-ce que j'ai plus de chances de percer? Et donc nous on a croisé trois critères essentiellement. Déjà le potentiel de la ville, c'est-à-dire, bon, on sait à peu près que nos lecteurs, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est plutôt des gens aisés, qui n'ont pas de problème d'argent, puisqu'ils sont prêts à investir 60 € par an dans la presse.
ou des gens engagés. Voilà, et on cherche aussi une densité, hein, donc grande ville. Et après, on a regardé un critère qui est les fonctions métropolitaines supérieures, donc en gros les cadres supérieurs du public et du privé. Donc tout ça est recensé par l'INSEE et vous avez des villes qui sont plus porteuses que d'autres. Par exemple, vous avez plus de fonctions métropolitaines supérieures dans une ville comme Nantes que dans une ville comme Nice. Alors que Nice, en population, est plus importante que Nantes. Voilà. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est le niveau de la concurrence, tout simplement. Est-ce qu'on a une chance de percer? Est-ce qu'il y a déjà trop de concurrents, trop d'acteurs sur la presse numérique? Et le troisième critère, c'est les équipiers. Est-ce qu'on connaît des gens fiables, en qui on a confiance, qui sont de bons journalistes, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont prêts à partir dans l'aventure? Voilà. On croise ces trois critères, ça nous a donné ces quatre villes. Très bien, eh bien, très clair. Et puis donc bah peut-être donc une cinquième si si l'équilibre financier est atteint, si Ouais, j'ai bien on compris. l'espère. On l'espère. Il n'y a aucune raison de s'arrêter à quatre villes. Oui. Et donc, la question encore, une autre question, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de sponsorisation? Alors là, par contre, je ne sais pas ce que la personne entendait par sponsorisation. Est-ce que c'est, par exemple, en marque blanche comme peut le faire Combini, ou est-ce qu'elle entendait autre chose? Je ne sais pas. Bon, alors, si c'est de la marque blanche, nous, on fait pas parce que l'essentiel de notre énergie, c'est pour sortir nos scoops. Donc, on va pas s'amuser à faire de la pseudo-communication pour tiers. Si c'est de la sponsorisation au sens publicitaire, c'est-à-dire des sponsors qui viendraient bah, sponsoriser une rubrique, donc on fait pas, pour la même raison que pour la publicité au sens strict. Euh, ce qu'on fait, en revanche, c'est on va chercher des partenaires presse avec qui on fait des échanges croisés d'infos ou d'enquêtes. Par exemple, Mediapart, peut-être s'il y a des abonnés à Mediapart qui nous écoutent, peut-être que vous avez repéré que parfois des enquêtes de Médiacité sont reprises dans Mediapart et réciproquement. Voilà. Mediapart nous rachète quelques enquêtes qui les intéressent. Donc ça, on est sponsorisé en quelque sorte par Mediapart par ce biais, mais pour moi, j'appelle plutôt ça du partenariat ou de l'échange de visibilité. On l'a également fait avec d'autres médias et je pense on a tout intérêt à continuer à le faire pour se faire connaître, hein, parce nous, on n'achète pas on ne débourse pas d'argent auprès de Google ou de Facebook pour des achats de mots-clés sponsorisés parce qu'on n'a pas envie de les enrichir davantage et on n'a pas trop les moyens non plus de le faire. Donc c'est réglé. Mm. Mais du coup, à part Mediapart, il y a d'autres médias partenaires de Médiacité ou pas du tout? Alors le partenaire le plus fort, c'est avec Mediapart. Après, on a monté ponctuellement des opérations. Ça pouvait être avec Tribune de Lyon, ça a pu être avec Alter Echo, Alternative économique. On l'a fait ponctuellement avec Reporter et on étudie avec d'autres acteurs de la presse indépendante. Voilà quelques exemples. D'accord. Alors j'avance sur les questions parce qu'il y en a qui arrivent enfin qui continuent d'arriver et il nous reste plus que 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Alors donc la question c'est avez-vous eu des plaintes en diffamation et si vous en avez ou enfin voilà, est-ce que vous avez les moyens de vous défendre? Ouais. Alors, bah, ça, c'est une très très bonne question et c'est assez simple. Je vais vous répondre évidemment, mais vous pouvez aller voir sur mediacité.fr et dans la barre de recherche, vous tapez procès, par exemple, et vous allez aboutir à un article en accès libre qui s'intitule Médiacité à la barre, où on explique donc en accès libre tout ce qui se passe, tous nos rapports avec la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je reçois au siège social de la société un recommandé avec accusé de réception qui déclenche la procédure qui finira en justice. Euh, et donc, vous constaterez à la lecture de cet article qu'on a 13 procédures en cours, essentiellement pour des faits de diffamation.
Vous constaterez qu'on a pour le moment gagné 4 procès sur 4. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Qu'il y en a donc encore 9 qui vont arriver. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi on nous attaque. Et vous constaterez que c'est essentiellement des élus locaux qui sont pas trop habitués à avoir une presse d'investigation et qui estiment qu'ils sont vexés et que c'est injuste et qu'ils vont nous écraser comme des moustiques. Voilà. Et donc ils se font voter une protection fonctionnelle en conseil municipal. La protection fonctionnelle permet à la collectivité de déclencher un financement pour protéger, pour rester en justice et pour protéger l'élu qui porte plainte. Donc tous ces frais en clair sont payés par la collectivité, c'est-à-dire par le contribuable. En général, les élus se présentent jamais à l'audience. En général, ils perdent si on a bien fait notre travail, puisque le droit est assez protecteur et si on ne fait pas de grosses bêtises, on passe. Donc ça a été le cas à 4 reprises. Le problème, c'est qu'on n'est jamais remboursé de ses frais de justice. Et ça, c'est problématique parce que ça coûte cher, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent. Et quand ils sont très vexés, eh ben, ils font appel quand ils perdent. Donc ça coûte encore plus de temps, d'énergie et d'argent. Un procès en appel, ça nous coûte à peu près 6 000 euros. Et encore, et encore, parce qu'on a un avocat qui nous fait des prix parce qu'il est convaincu, c'est un convaincu de la presse indépendante. Mais 6 000 euros pour nous, c'est énorme, quoi. Donc, on a autre chose et mieux à faire. Voilà. Donc, c'est un point qui est méconnu, le fonctionnement de la justice et notamment la relation entre justice et presse. Et c'est pas génial parce que la justice est très lente, elle est assez scrupuleuse. Moi, je suis plutôt ébahi par la qualité des audiences, mais je ne comprends pas pourquoi certains dossiers ne sont pas évacués plus rapidement quand on peut constater à la lecture de l'article qu'il n'y a pas diffamation. Et ça, c'est assez facile à voir. Alors, je ne veux pas nier le droit du justiciable, mais que toutes les procédures suivent le même cheminement aussi lourd pour des cas vraiment peu éloquent et par comparaison à des dossiers beaucoup plus complexes, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un tri qui est opéré qui permettrait de désengorger la justice, parce que franchement, il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé à la barre, je l'ai même dit d'ailleurs au président, je ne sais pas ce que je fais là, quoi. Et, euh, et on a gagné, quoi. Mais j'y étais et j'étais obligé d'y aller. Voilà. Donc lisez cet article, enfin, c'est passionnant. Je vous le conseille. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Alors, une autre, euh, une autre question. Que penser de la surmédiatisation des influenceurs qui n'apportent que très peu à la société? Je ne sais pas. J'imagine que par influenceur, voilà, c'est toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, voire peut-être des personnes qui font un petit peu de journalisme sans être journalistes eux-mêmes, je ne sais pas. Eh ben, même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire quel est le modèle économique de l'influenceur sur YouTube, par exemple? Bah, c'est la publicité. Hein. Donc l'influenceur, au bout d'un moment, s'il veut en vivre, eh ben, il bénéficie de coups de pouce financiers de telle ou telle marque. Hein. Donc il fait du placement de marque. Donc après, on peut s'interroger sur, on va dire, la neutralité ou la distance critique de certains influenceurs. Alors pas tous, loin de là. Hein. Après, les influenceurs, donc, bah, c'est essentiellement des gens parlent, qui parlent bien. C'est agréable à suivre. Alors qu'un enquêteur, bah, c'est quelqu'un qui est besogneux, qui se coltine des dossiers très chiants à lire. Ça peut prendre des heures. On est tout seul hein, devant son écran et on essaye de comprendre. On rame pour avoir de l'info, mais on sort des infos. Voilà. Donc on ne commande pas des infos, on ne surfe pas sur la vague, on sort des infos. Et ça fait toute la différence avec un influenceur.
Donc, bah, il faut des influenceurs, mais il faut comprendre le modèle économique des influenceurs. Il faut aussi des journalistes et il faut des enquêteurs. Et le drame, parce que pour moi c'est un drame, c'est que la presse est faible et qu'elle s'affaiblit. Il y a de moins en moins de journalistes dans ce pays. Depuis 2009, la courbe s'est inversée. Il y a de moins en moins de cartes de presse. Je sais qu'il y a des journalistes qui n'ont pas de carte de presse, mais globalement, c'est quand même un étalon intéressant, la carte de presse. Et c'est pas normal que dans un pays sophistiqué comme le nôtre, complexe, il n'y ait pas davantage de gens dans le métier et de nous apprendre en toute indépendance ou avec le maximum d'indépendance les choses, de nous aider à décrypter, de nous aider à débusquer et à contrer le politiquement correct, la pensée dominante ou la propagande. Hein. Il y a des armées de communicants. En comparaison, l'armée des journalistes est faiblarde. Voilà. Donc ça va pas. Mais je m'écarte un petit peu de la question, excusez-moi. Oui, non, mais après, c'est toujours après un sujet en entraînant un autre. Mais par contre, bah, du coup, ça, vous êtes un petit peu écarté, mais vous avez évoqué donc le caractère besogneux de l'enquêteur. Et ça me permet justement de poser une question d'un abonné qui demande combien de temps en moyenne vous passez sur une enquête. Ben, je vais donner une moyenne, hein, mais les moyennes sont trompeuses, hein, donc c'est très variable. Il y a des enquêtes qui peuvent aller très vite. Hein, d'ailleurs, il y en a certaines ils nous sont fournies clés en main. Euh, donc évidemment, il faut vérifier, mais si les documents sont là, ça peut aller assez vite s'il s'agit juste de faire jouer le contradictoire. Donc, on va dire en moyenne que un journaliste passe 4 à 6 semaines, pas à temps plein, mais voilà, et sur un sujet pendant une période il est marié à un sujet pendant une période de 4 à 6 semaines. Euh, je suis pas loin de la réalité avec cette affirmation. Voilà. Donc c'est important. Hein. Il n'y a plus beaucoup de journalistes qui disposent de temps, euh, d'autant de temps pour accoucher d'une enquête. Mais la plupart des enquêtes, elles sont menées parallèlement à d'autres activités. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de réduire ça à un temps plein. C'est pas 4 à 6 semaines à temps plein. Mais c'est sur des périodes qui s'étagent de 4 à 6 semaines à peu près. Et je fais référence aux commandes qui sont passées à peu près sur cette période, voire un peu plus, voilà, avant parution. Voilà. Bah, sachant que ça, c'est vraiment, j'imagine, le temps de l'enquête, mais il y a aussi toute la maturation du sujet qui parfois peut prendre plus de temps, j'imagine. Ouais, Il y a bien des- sûr, bien sûr. Et puis voilà, après il y a des secteurs qui sont plus difficiles à enquêter que d'autres. Hein. Le Mhm. monde de l'entreprise est très complexe parce qu'il est très verrouillé. Euh, voilà. Après, si vous voulez avoir des infos, je sais pas, des préfectures, c'est compliqué parce que c'est assez verrouillé. Si vous travaillez dans le milieu de l'église, par exemple, c'est très compliqué parce que ils sont pas du tout familiers et ils ont très peur. Si vous travaillez dans le milieu sportif, c'est très compliqué parce que c'est très policé aussi. Donc c'est très variable selon les sujets. Les sujets sociétaux sont sans doute les moins difficiles à, à traiter. Euh, enfin, en tout cas pour avoir l'info. Après, pour le doigté et la restitution, il faut être quand même assez subtil. Mais bref, donc ça dépend vraiment beaucoup des sujets. Très bien. Alors, il n'y a plus de questions, donc s'il y a des gens qui ont encore une ou deux questions, on peut peut-être les prendre, et puis sinon, bah, on s'arrêtera là. Donc voilà, si vous avez une question, c'est votre dernière chance. Alors, pendant que la dernière chance se tente, je Oui, complète juste la réponse. Sur la durée. Euh, Par oui, exemple, là, on s'intéresse pas mal au train de vie des élus et notamment aux notes de frais. Et les notes de frais, le citoyen ne le sait pas, mais c'est un droit. Euh, tout citoyen a le droit de demander communication des dépenses publiques par des élus de la République. Euh, Simplement, c'est plus facile quand on est journaliste puisque il y a une tendance à la réponse un peu plus élevée que citoyen ordinaire.
Néanmoins, nous-mêmes, parfois on rame pour avoir les infos. Donc, quand on n'a pas les infos, la France est un pays assez particulier puisqu'on peut saisir une commission d'accès aux documents administratifs qui a X mois pour répondre et elle rend un avis. Et donc, en gros, l'avis confirme la règle, sauf qu'il est que consultatif. Donc après, on se retourne vers la collectivité en disant, on a l'avis de la CADA, mais la collectivité sait très bien que c'est un avis consultatif. Donc on leur dit, bah, écoutez, vous avez X mois maintenant pour réagir, et si vous ne réagissez pas, bah, on va saisir le TA, le tribunal administratif. Voilà. Donc ça prend des plombes, on finit par obtenir gain de cause, mais ça peut prendre un an. Voilà. Donc là, l'enquête, bah, c'est plus d'un an. Voilà. Et en ce moment, on a publié, d'ailleurs cette semaine, la livraison lyonnaise des notes de frais des élus de 8 collectivités. Il y en a une qui n'a pas répondu. Sur les 8, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc dirigée par Laurent Wauquiez. Et donc, et ben on s'est dit, ben, on va le faire savoir et on va préparer des tweets et des emails automatisés. Comme ça, ben, on va mettre les lecteurs dans la combine. Et tous ceux qui estiment que c'est pas juste, et c'est pas juste puisque c'est illégal, ils doivent nous les communiquer, et ben ils appuient sur un bouton et hop, ils envoient automatiquement le message. Et si on est 200, 300, 500, peut-être que ça va bouger un peu. Et puis on va le suivre, on va faire connaître, et on attend l'avis de la CADA. Et si on n'a pas l'avis de la CADA, eh ben on ira au TRA, etc., etc., etc. Mais vous voyez bien que il faut y croire, quoi. Il faut y croire que les choses peuvent bouger. Et la presse est là pour que les choses bougent. Mais il faut le faire avec les citoyens, avec les lecteurs, avec les abonnés, si possible, parce qu'on travaille pour les citoyens. Voilà. Et on ne travaille pas pour notre trogne, pour notre prestige, pour côtoyer les puissants. Ça, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et je le dis avec force, parce que certains journalistes se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils s'illusionnaient d'être des grands hommes ou des grandes femmes parce qu'ils côtoyaient des ministres. Alors que ça n'a aucun intérêt de côtoyer un ministre pour côtoyer un ministre. Ça n'a qu'un seul intérêt, c'est d'avoir de l'info. Et donc, je dis ça de manière un peu brutale, mais parce que en fait, je constate qu'autour de nous, il y a quand même on est beaucoup blasé. On n'y croit plus, euh, ça bouge pas assez vite. Tout est verrouillé, c'est coincé, trop compliqué. Donc, du coup, on dit bah, on va jouer sans eux, tant pis pour eux. On s'en fout, on va plus voter, on n'y croit plus. Et, euh, et donc, moi, au fond de moi, je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas se désengager de la société. On est dans la société, donc il faut trouver les moyens d'agir, d'y croire à nouveau. Il y a plein de moyens, mais la presse, appuyer la presse est un de ces moyens. Voilà. Donc, enfin voilà. J'ai j'ai- j'ai dit toute ma flamme. Non, mais blague à part, tout ce que vous avez dit sur la CADA, etc. Alors, certes, c'est très complexe. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais c'est aussi très important parce que, en fait, les lois sont au service bien souvent de l'information et donc savoir tout ça, en fait, que voilà, les informations doivent être communiquées, c'est un droit. Mhm. Et ben, en fait, voilà, c'est important et ça peut servir lors d'une enquête. Donc, et ben, si vous n'avez pas tout écouté, et ben, je vous remettrai le live de toute façon à disposition pour que vous réécoutez l'explication sur la CADA parce que effectivement c'est important. Donc la dernière question est arrivée et donc c'est est-ce que vous avez songé à vous mettre sur TikTok? Voilà pour la dernière question. Alors, est-ce qu'on a songé? Alors pour le moment, bon, on l'a évoqué, mais on l'a pas fait. Euh, je ne sais pas si on a raison ou tort. Euh, on a investi Facebook, Twitter, LinkedIn et plus récemment Instagram. Euh, alors ça va vous paraître, vous les Instagrammeurs, totalement fou parce que vous vivez sur Instagram. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne vivent pas sur Instagram, hein. Facebook reste encore plus fort qu'Instagram. Alors c'est pas le même profil. Donc on a fini par monter dessus. Pas encore TikTok. TikTok, c'est vraiment
c'est encore plus loin de notre culture, quoi. Donc, mais je répète, je sais pas, moi, c'est des codes nouveaux pour moi. Donc, je vais écouter. Je vais écouter des membres de l'équipe aussi parmi les plus jeunes. Moi, j'y suis pas sur TikTok. J'ai des amis qui m'envoient des vidéos TikTok. Je, c'est, c'est pas notre culture, c'est pas notre cible non plus. Je suis désolé de parler en cible, puisque c'est des gens beaucoup plus jeunes. Nous, on est lus plutôt par des actifs. Euh, mais voilà, j'ai pas de réponse arrêtée parce que ça change tellement vite. Peut-être qu'il faudrait y être, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas été au-delà de l'évocation. Voilà, et bah c'était la conclusion de, de tout ce live. Peut-être Médiacité bientôt sur TikTok. Peut-être. Euh, bah, en tout cas, donc bon bah voilà, il y a d'autres questions qui sont un peu arrivées aussi, mais bon là j'avais dit 1 heure et on a un peu dépassé, donc je vais conclure malheureusement. Mais vous avez donc le mail de Jacques Transo si vous voulez Voilà. lui poser des questions. Donc, je peux le Euh, rappeler d'ailleurs s'il y a des gens qui sont arrivés en cours de route. Donc, oui, peut-être. C'est J pour Jacques, hein, tout simplement. Et tout attaché. Donc, TRENTESAUX. Donc, J30so, arrobase, médiacité, avec un S à cité à la fin. Pas à média, mais à cité à la fin.fr. Voilà. Et ben, en tout cas, donc voilà, je conclus en vous remerciant d'avoir été là et d'avoir eu la patience de répondre à toutes les questions. Et puis, bah, je rappelle, du coup, si les personnes qui nous ont écoutés ont trouvé le projet de Médiacité intéressant, et bien, je rappelle que vous pouvez donc vous abonner, donc 7 euros par Voilà. mois ou 60 euros par an, ou même 3 euros pour les étudiants, et voilà, parce que Et c'est important de le rappeler. voilà. Et si vous vous abonnez pas, et ce serait un peu logique si vous habitez pas dans l'une des 4 villes couvertes, parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos amis qui habitent dans ces villes. Nous, le bouche à oreille, c'est vraiment le premier vecteur d'abonnement, hein, la recommandation. Quand on est abonné, on peut aussi offrir des articles sans limite. Et ça, pour nous, c'est très, très important de créer une sorte de chaîne de solidarité et de partage d'articles qui sont de valeur, quoi. On n'a pas beaucoup d'atouts, hein, on est beaucoup moins fort que l'algorithme des GAFA, et donc la recommandation humaine, il y a rien de tel, quoi. D'accord, donc voilà, donc parlez-en autour de vous et puis bah voilà, l'objectif, on vous souhaite d'atteindre l'objectif des 2000 abonnements avant la fin de l'année du coup. Et Merci. encore merci d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot, vu que c'était la première fois que je faisais un live, je n'ai aucune idée de si ça a été, j'espère que ça a été intéressant, bien sûr. Mais voilà, si vous avez des suggestions pour les prochaines fois ou des manières de faire qui seraient peut-être plus punchy, voilà, bah, n'hésitez pas à me le dire en DM, comme ça, et ben j'améliorerai le processus pour la prochaine fois. Voilà. Ok. Et voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à Oui. tous.